Merci de rester avec nous. Nous parlons cette semaine des difficultés des oppositions africaines. Quelle marge de manœuvre leur reste dans ce contexte? Nous en parlons avec Jerry Tama. Il est député togolais, président de groupe parlementaire, président du nouvel engagement togolais. C'est un parti d'opposition. Et pour cette seconde partie, nous allons évoquer des cas concrets où des opposants sont en difficulté, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et même au Togo. Et de plus en plus, on leur colle des affaires judiciaires. De façon générale, que pensez-vous de cette justice qui devient, pour certains, un instrument de destruction des opposants? Écoutez, si j'étais un militant de base, je parlerais d'instrumentalisation. Mais là, aujourd'hui, vous avez... dans l'intitulé que vous m'avez donné, je suis député et président de groupe parlementaire et je suis supposé partir du principe... de façon diplomatique. Non, pas de façon diplomatique, vous savez que je ne le fais jamais, mais partir du principe qu'il y a une séparation de pouvoir dans les pays et que partir aussi du principe que la justice et l'exécutif ne sont pas sur le même champ d'exercice. En théorie, mais... Non, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il dit que ça, c'est la théorie. Maintenant, après, dans beaucoup de pays, la vitalité des institutions montre que parfois, quand on essaye d'instrumentaliser la justice, que la justice, finalement, reprend assez rapidement son indépendance. On peut parler de... Bon, bientôt, on va rentrer dans des cas concrets. Mais il y a très peu de pays, en dehors peut-être d'un cas dont on va parler tout à l'heure, où on a l'impression que la justice est vraiment mise au pas. On a vu dans beaucoup de pays que même quand il y a eu des velléités, ces velléités-là sont rarement arrivées à bout. Donc je crois qu'aujourd'hui, la séparation justice-pouvoir existe encore, joue encore son rôle, même si des tentatives ou bien des envies d'instrumentalisation existent. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent participer à notre débat en nous écrivant sur WhatsApp au 96 46 10 31 96 46 10 31, procédé de l'indicatif si vous êtes à l'extérieur du Togo, plus 228. Donc, ça fait plus 228, 96 46 10 31. Alors, pour prendre le premier cas, celui du Sénégalais, affaire Sonko, qui est accusé de viol. Vous connaissez l'histoire, c'est une jeune masseuse qui l'accuse de viol à répétition, alors que Sonko fréquentait ce lieu pour se soulager d'un mal de dos. C'est comme ça l'affaire est présentée. Sonko estime que c'est un complot ourdi par le parti au pouvoir pour l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Vous, à la lecture, à la connaissance des faits, avez-vous le sentiment qu'on est en train d'abuser de Sonko? Je serais complaisant ou même peut-être superficiel si je me prononçais sur le fond du dossier. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu d'abord une manifestation justement de la vitalité de l'opposition et même des forces de la société civile sénégalaise. Puisqu'aujourd'hui, même si Sonko est sous contrôle judiciaire, il est libre de ses mouvements. Son action politique n'est pas bridée et c'est le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura sans aucun doute un procès. On verra exactement le... Puisque c'est du droit commun. Okay? Donc, il y aura un procès, il peut avoir lieu avant ou après les élections, mais ce que moi je retiens aujourd'hui, et là il faut saluer justement la vitalité de la réaction de la rue ivoirienne, et aussi peut-être d'un certain courage aussi de l'appareil judiciaire sénégalais, qui a dit, ok, dans ce genre de situation, comment on gère? On met la personne sous contrôle judiciaire, bien entendu, avec interdiction de quitter le pays. Quel intérêt aura un opposant de quitter le pays s'il veut briguer le pouvoir? Mais aujourd'hui, ce que je reconnais, c'est qu'il a la liberté de mouvement. Maintenant, on va rentrer dans le cas seulement de la probabilité. Est-ce qu'il peut arriver un homme qui se fait masser d'éventuellement avoir des gestes excessifs? C'est possible comme c'est pas possible. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dire, oui, c'est vrai, il est coupable, non, il n'est pas coupable. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, M. Sonko a la liberté de ses actions politiques, grâce sans aucun doute aussi à la réaction spontanée de la rue sénégalaise. Et pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais M. Tama, est-ce que ce n'est pas trop facile? Vous ne trouvez pas ça trop facile? N'importe quelle fille vous dénonce aujourd'hui, vous,
Jerry Tama, estimant que vous l'avez violé et puis votre carrière politique est brisée. Écoutez, on lève votre immunité parlementaire et on vous traîne devant la justice et que ce n'est pas trop facile. attention, mais au même moment, ne faisons pas comme si les viols d'abord étaient quelque chose d'excessivement rarissime. Dans beaucoup de pays, une femme sur 3 a un risque de se faire violer dans le pays. Donc aujourd'hui aussi, je ne veux pas dire, je ne connais pas M. Sonko, je ne pense pas que quelqu'un qui a envie de... Il ne s'agit pas forcément de Non. Sonko, il s'agit peut-être de M. Tama. Non, aussi. ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, une femme sur 3 court un risque de se faire violer. Et c'est une réalité aussi. Selon quelles statistiques moi, je Non, mais comprends selon pas. les statistiques établies par les institutions internationales. C'est-à-dire que le viol aussi aujourd'hui est une vérité taboue. Donc, je veux dire que on ne doit pas faire en sorte que si un homme, quelle que soit sa position, même si aujourd'hui moi je me rends coupable de viol sur une femme, on ne doit pas dire mais comme c'est quelqu'un qui a un avenir politique qui est devant lui, on doit taire le viol présumé. C'est pour ça que je dis, on doit aller au fond de l'histoire. Si c'est réel que la personne a été violée, M. Sonko, il est un citoyen comme tout le monde, il répondra devant la rigueur de la loi. Si ce n'est pas vrai, ben, il faudra bien entendu que cette femme paye, ainsi de suite. Mais nous ne devons pas, sous le simple prétexte que nous ne sommes pas au-dessus de la loi, nous sommes des citoyens comme tout autre. Nous ne devons pas, sur le simple fait que nous sommes des acteurs politiques, dire, écoutez, un acteur politique, on ne doit pas menacer la carrière politique de quelqu'un sur une histoire de viol. Il y a des femmes qui sont traumatisées à vie après avoir été violées. Et nous sommes dans une société africaine où, contrairement à ce qu'on peut avoir en Occident, où une femme peut aller à la gendarmerie, à la police pour dire on m'a violée, en Afrique, beaucoup de femmes souffrent de ces sévices-là et n'en parlent jamais. Et nous ne devons pas, nous qui voulons une société plus juste, une société où l'équité est la règle d'action, la règle de fonctionnement en ce qui concerne les femmes, ainsi de suite, nous ne pouvons pas dire, oui, mais écoutez, on veut galvauder la carrière de quelqu'un sous la présomption du viol. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est bien qu'il soit libre, c'est bien qu'il puisse faire ses activités politiques, mais il faut que la justice aille au fond de cette histoire. Et moi, je pense même que dans le cadre de certaines accusations pareilles, être innocenté est la meilleure preuve en réalité, de sa capacité à aller en avant. Parce que si vous n'êtes pas innocenté, s'il n'y a pas un procès, vous avez ça comme une épée de Damoclès sur la tête. Vous avez suivi en France le cas d'Armamin. C'est-à-dire que, qu'on le veut ou non, alors que ce n'est qu'une présomption assez lointaine, cette histoire-là, le colle à la peau depuis jusqu'à ce jour. Donc, pour moi, c'est un bon procès. S'il y a un bon procès, il est innocenté, il aura les coups de franche pour bien faire une belle campagne, sinon c'est quelque chose qu'on le lui rappellera. Non, mais la moralité de cette histoire, c'est que pour vous, les hommes politiques, surtout de l'opposition, et dans ce contexte-là, vous avez intérêt à discipliner votre baguette. Non seulement à discipliner nos baguettes, mais c'est qu'il faut peut-être éviter de se retrouver dans des situations un peu délicates. Moi, par exemple, honnêtement, je ne veux pas dire que si j'ai un mal de dos, je ne me ferai pas masser. Mais bon, peut-être que je verrai ma femme aller prendre des cours de massage ou je préfère alors, là, la limite qu'un homme me fasse le massage parce que de là à penser que j'ai des penchants vis-à-vis des hommes, il faut encore beaucoup de choses. Parce que oui, non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation un peu délicate où ça peut prêter à confusion et automatiquement, parce qu'aujourd'hui, nous les hommes des publics, à n'importe quel moment, il peut s'agir d'un chantage qui a mal fonctionné. Mais on ne saura jamais rien s'il n'y a pas des analyses, enfin, une instruction poussée, ainsi de suite. Mais je ne veux pas partir du principe qu'il n'a pas la capacité ou un homme politique ne peut pas violer une femme. Non. Voilà. Il se dit que les hommes politiques, vous êtes souvent volage. Hein. C'est arrivé à DSK, Dominique Strauss-Kahn. On accuse Sonko. Pour les hommes politiques, qu'est-ce qui vous arrive? C'est la foule, le grand stress. Ne raisonnons pourquoi n'arrivez-vous pas ne à raisonnons contrôler? pas par induction. Peut-être pour deux ou trois cas, le nombre de fois où des hommes politiques ont été cités dans des histoires de mœurs, il n'y en a pas beaucoup. Non, ce n'est pas une question de mœurs. C'est ceux qui ont été attrapés. Mais ceux qui le font avec beaucoup d'habileté. En ce qui concerne les deux cas... On dit les hommes politiques très actifs. En ce qui concerne les deux cas, pour le moment, c'est pas... M. Tama aussi, on vous dit actif aussi. Oui, donc... sur les réseaux sociaux et dans la vie active. Dans la vie active. Non, je crois qu'on est... Les hommes politiques se respectent beaucoup. Eux sont de bons pères de famille, de bons maris. Et je crois qu'il y a quelques rares cas comme ceux-là. Et puis bon, vous savez, M. Sonko, pour ce que je sais, il a quand même 2 épouses à la maison, 2 merveilleuses épouses. Bon, maintenant, après, on ne peut pas dire que quelqu'un n'a jamais été satisfait par le nombre d'épouses qu'il a. Mais je crois que la meilleure chose qui peut arriver à M. Sonko, c'est vraiment un procès qui lui permette de dire sa vérité.
Hmm. Alors, nous allons prendre une question d'un téléspectateur, 91 62 16 67. 91 62 16, c'est M. Tagba qui nous écrit de Cara. Il estime, à son sens, que l'opposition en Afrique et au Togo en particulier ne réussit pas à renverser le régime en place pour deux raisons. Un, manque de rigueur envers soi-même, et deux, la haine affichée avant même d'être candidat. Non, je pense pas. Bon, maintenant, c'est son analyse. Je ne connais pas d'opposition ou bien d'opposants qui soit haineux vis-à-vis de quoi que ce soit. Je pense qu'il ne faut pas non plus transposer certaines réalités qui sont des réalités, on va dire, personnelles, ou bien des réalités, vous savez, nous sommes au Togo où on considère parfois que des opposants ne sont pas suffisamment impliqués dans les questions d'unité nationale, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut sortir de là. Le gros problème, c'est que la rigueur, je pense même pas que les gens qui sont au pouvoir soient plus rigoureux que nous, mais sauf que les gens qui sont au pouvoir, ils ont plus de personnes qui leur servent. Moi, quand je vais écrire un discours, la plupart du temps, je m'assois pour l'écrire. Quand peut-être le président actuel veut écrire un discours, ça passe dans 5 ou 6 mains de personnes qui ont des doctorats dans toutes les disciplines possibles. Donc voilà, c'est pas la même réalité. Mais je crois que beaucoup d'opposants dans nos pays font énormément d'efforts dans des conditions qui sont souvent très difficiles. Il n'est pas question d'un manque de formation aussi. Est-ce que je pense pas que ceux qui sont au pouvoir sont plus formés que ceux qui n'étaient pas au pouvoir. Ils ont l'exercice du pouvoir. Ils se sont peut-être formés sur le tas. Oui. Dans l'opposition, est-ce qu'il ne vous faut pas des formations particulières dans certains domaines spécifiquement? L'exercice du pouvoir n'a pas de formation en dehors de celle du terrain. Il y a pas, vous pouvez faire tous les diplômes du monde. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'opposants sont docteurs, professeurs et tout ça, mais on a eu plutôt même plus l'impression, en ce qui concerne par exemple le Togo, que beaucoup d'opposants qui étaient souvent des professeurs émérites ont souvent été plus en déconnexion complète avec la réalité de la base que ceux qui ont peut-être des diplômes moins honorifiques, mais qui ont peut-être le pragmatisme du terrain. Alors, une question d'un téléspectateur 90 55 53, 90 55 53. Je vais découvrir la question en même temps que vous. Bonne émission. J'ai des questions au député Monsieur Jerry en tant que jeune. Pourriez-vous avoir les mêmes objectifs d'alternance que Sonko, à savoir les questions de franc CFA, la France-Afrique au Togo? Jerry, on a l'impression que votre lutte est une lutte de ventre, car vous caressez trop ce régime dans vos propos et vous faites des arrangements de partage de sièges. Sinon, on vous aurait mutilé. Oula, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. 90, 55, 53. Vous savez, moi je suis de ceux qui considèrent que le problème du Togo n'est pas à la France. Excusez-moi, nous avons pris notre indépendance comme le Vietnam. Même le Vietnam a plus lutté pour son indépendance que le Togo. Aujourd'hui, le Vietnam fait partie des 5 dragons. Ce n'est pas parce que la France n'a pas voulu avoir de l'influence là, mais c'est ce que nous faisons notre indépendance. La route Lomé-Vaughan, c'est les Français qui sont venus bouffer l'argent là-bas. L'argent de la canne, c'est les Français qui sont venus le bouffer. Les détournements que nous avons dans nos sociétés tous les jours, c'est les Français qui viennent le faire. Moi, cette façon de bouc émissairiser quelqu'un en ne reconnaissant pas nos propres réalités, je ne suis pas dedans. Si quelqu'un va dire que oui, parce que vous n'accusez pas la France ou un autre pays, donc vous êtes pour le régime tant qu'à faire. Nous sommes responsables de nos sorts. C'est nos frères, nos petits frères, même nous-mêmes. Quand tu as un frère qui devient ministre, il ne construit pas une grande maison, tu te dis même que lui, il est ministre même pourquoi? Mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos situations. Oui, il doit vous trouver de l'emploi. Oui, qui doit vous trouver l'emploi. Et vous vous énervez que lui, il est ministre, il ne vous trouve pas l'emploi. Mais il va le trouver où? Il est obligé d'aller créer un faux emploi quelque part. Quand quelqu'un est ministre et il ne roule pas une grande voiture, tout le monde se moque de lui dans le village, que lui là, c'est quel ministre il est même? Que les autres là sont ministres, ils construisent les maisons partout et lui, depuis qu'il est ministre, là, il roule jusqu'à ce jour. C'est ça la réalité. Je ne veux pas qu'on dise que nous sommes malheureux aujourd'hui à cause d'un seul pays, parce que d'autres pays ont été colonisés comme nous. On parlait du Rwanda tout à l'heure. Mais le Rwanda aussi, la France a intervenu au Rwanda. Mais les Rwandais, au moment, peut-être, ont décidé que, écoutez, il y en a marre, on prend notre destin en main. Ils ont même changé de langue. Oui, ils ont changé de langue. Donc, ce n'est pas la France, c'est nous. Je le répète encore, quand on cotise l'argent de Cannes, c'est nous-mêmes qui avons cotisé, les gens bouffent ça là, c'est les Français qui sont venus bouffer ça. Non, il faut arrêter. Moi, je trouve que c'est de l'infantilisation, c'est de ne pas nous prendre nous-mêmes,
qui avons notre indépendance depuis 60 ans, que de continuer à dire que tout ce qui nous arrive, c'est la faute à quelqu'un. Non. Quand les gens ont pris les machettes, que ce soit au Rwanda ou d'autres choses, et ce massacre-là, est-ce que c'est les Français qui viennent leur dire, mais massacrez vos frères? Aujourd'hui, quand nous sommes dans des pays où nous n'arrivons pas à construire des hôpitaux, et quand nous sommes malades, nous allons chez les Français, donc les Français qui nous disent, ne construisez pas d'hôpitaux dans vos pays, et venez vous soigner chez nous, non. Donc non, je ne suis pas dans cette logique-là. Ça peut être aussi un peu plus compliqué ce que vous dites. Le téléspectateur, il estime que vous avez un discours trop policé. Je suis centriste. Je suis de concessions. Non, je suis. Et donc il vous prête bon, des intentions. Après, vous savez, le nombre de fois où j'ai entendu que je suis député nommé, ça me... tellement que maintenant, quand je n'entends plus ça, mais je pose même la question, mais vous avez oublié cette question-là. Non, je suis sans aucun doute l'un des acteurs politiques qui critique le plus le pouvoir. En 2 ans à l'Assemblée nationale, c'est 22 interpellations. Vous prenez les opposants qui ont fait les autres législatures, vous n'avez aucun député qui a fait autant d'interpellations vis-à-vis du parti au pouvoir. 22 interpellations. Mais à quoi servent ces interpellations? Mais ces interpellations, la plupart du temps, parfois servent à corriger, parfois servent à expliquer. Parce que c'est pas toujours... quand on interpelle, ça ne veut pas toujours dire que de l'autre côté, c'est mauvais. Les gens, ils expliquent pourquoi ils ont pris telle ou telle décision. Donc c'est ça en fait ce que tout à l'heure je vous parlais d'opposition républicaine et raisonnable. Ça ne veut pas dire que nous vous caressons, mais nous vous disons ça, on n'est pas d'accord. Mais je prends votre dernière interpellation, vous avez interpellé sur un sujet insolite, hein, le football, où vous avez demandé des explications sur vous avez l'entraîneur de football du Togo. Bon, qui doit quitter quand même, s'il nous écoute, pardon, qu'il parte que Claude Leroy. On est notre entraîneur. Vous intéressez-vous à un sujet? Parce qu'aujourd'hui, le football est qui fait son boulot, le football, c'est le qui a ciment. son expérience. Le football, c'est le ciment. Quand notre équipe gagne, les Togolais sont heureux. C'est vrai. Moi, j'ai vu pour la première fois des citoyens, des civils grimper dans un véhicule de la police. Parce qu'on venait de gagner, quel match, je ne me rappelle plus. Les policiers ne les ont pas gazés. Ils ont roulé ensemble en criant. On n'a jamais vu ça. Il n'y aura aucun spectacle, aucun événement au Togo où vous verrez les militaires et les civils monter dans le même véhicule et faire la parade. C'est la seule chose qui nous enjaille, comme les Ivoiriens disent. Et donc, on ne peut pas prendre quelque chose qui nous enjaille, Honnêtement, même les gens qui n'aiment pas le foot, quand notre équipe gagne, ils sont contents. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont contents, mais ils sont contents. Donc, c'est la seule chose qui nous reste encore. Donc, je ne peux pas accepter que quelqu'un qui apporte la joie aux Togolais soit embrigadé, galvaudé, comme c'est en train d'être fait. La preuve, vous savez, notre équipe a joué, mais plus de 50% des Togolais ne savent même pas que l'équipe nationale jouait. Autrefois, quand l'équipe nationale joue, tout s'arrête. Même nos amis émigrants ne cessent de travailler pour suivre, ne serait-ce qu'à la radio, le score. Mais aujourd'hui, c'est fini. Donc, est-ce que vous avez été convaincu par les explications de la ministre? Bien ministre? entendu, j'ai pas été. Que l'entraîneur travaille pour le long terme. En gros, je résume. Hein. Bah oui, bon, maintenant, après, il l'a dit lui-même avant-hier, ça va finir par payer. Moi, je ne connais pas de contrat d'entraîneur. On voit plein d'équipes. Je ne connais pas de contrat d'entraîneur où, au bout de 3 ans, vous avez pour 4 victoires, 6 nuls, 14 défaites. Avec 14 ou 13 défaites. Ou 13 défaites, on est là sur la 13e, avec un résultat et 0 qualification en compétition nationale ou internationale. Je ne vois pas un entraîneur qui garderait sa place avec un si piètre résultat. Donc voilà, moi je continue. Mais il estime qu'il fait un travail de fond, qu'il est en train de construire une après, équipe maintenant, pour le futur. c'est les gens qui ont signé le contrat, c'est eux qui ont la main. Mais après, maintenant, nous avons droit aussi, nous, en tant que citoyens, de pousser un coup de gueule et de dire « Nous voulons retrouver nos éperviers. Nous avons envie de... » Vous n'accusez pas les joueurs. Parfois, quand il y a mauvais résultat, c'est sur l'entraîneur que tout le monde se décharge. Est-ce que le problème ne peut pas venir des joueurs? Vous prenez Chelsea. Avec Lampard, il jouait très mal. Tuchel est arrivé, il joue très bien. C'est les mêmes joueurs. L'esprit, c'est l'entraîneur qui impulse l'esprit. Vous prenez, c'est un exemple très simple. Vous avez une équipe qui était en train de perdre. On n'a pas changé l'équipe, on a juste changé l'entraîneur. Pouf, ça a changé. Donc, c'est pas pour rien qu'on regarde l'entraîneur. C'est l'esprit. C'est l'esprit, la stratégie, ce qui se dit dans les vestiaires, ainsi de suite. L'émulation qui fait qu'une équipe... Vous vous souvenez de l'équipe zambienne qui avait que des... Je ne sais plus comment on les appelait à l'époque, qui n'avait que des joueurs locaux qui arrivaient en finale. Alors qu'on avait d'autres équipes, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui avaient des internationaux. C'est-à-dire que les 11 qu'on met sur le terrain n'étaient que des internationaux. Mais ils ne dépassaient même pas les qualifications, ou bien les barrages. Donc, ce n'est pas forcément les joueurs, mais c'est l'esprit, l'état d'esprit des joueurs. Et cet état d'esprit-là est sérieusement impacté par l'entraîneur. Maintenant que la ministre vous a répondu,
a expliqué la situation. Ça veut dire que vous avez encore Claude Leroy sur le dos pendant un moment, non? Bah écoutez, c'est pas nous qui le payons. Si on le payait, on allait cesser de le payer, mais comme c'est pas nous qui le payons, donc on en a encore pour un certain moment. Au grand désespoir des Togolais. Mais je pense qu'il y a eu quand même un grand cri de désespoir sur ce dernier match. J'espère que tout le monde va nous entendre, y compris même le chef de l'État, pour prendre une décision concernant Claude Leroy et l'équipe nationale. Parce que, comme je le dis, c'est vraiment la chose qui soude les Togolais. Et vraiment, je profite de votre plateau pour dire pardon, quoi. C'est-à-dire que même si on doit lui payer ses frais et qu'il quitte et que nous-mêmes on cotise pour payer un autre entraîneur, on va le faire. Ben, c'est votre avis. D'autres pourraient avoir des avis contraires. 92 17 53, je pense. 92 17 53. Ah ben, quelqu'un qui est d'accord avec vous. Hein, je suis soulagé d'entendre ça. Si quelqu'un te trompe une fois, honte à lui. Une deuxième fois, honte à toi. La France n'a rien à voir dans le retard de notre développement. Voilà. Ben voilà, vous voyez qu'il y a des gens qui sont du même avis que moi. Donc, pour revenir à notre sujet, on était en train de parler de la justice utilisée parfois contre les opposants. On a vu le cas du Sénégal. Sans pour autant conclure que ce soit le cas, il est possible aussi que M. Sonko soit coupable. En Côte d'Ivoire, on estime aussi que la justice est utilisée contre certains opposants, notamment Guillaume Kibaki-Forisoro, Laurent Gbagbo, ça on n'en parle plus, envoyé à la CPI, qui veut rentrer dans son pays en vain. Le cas Soro, par exemple, il estime... Moi, vous savez, j'ai été casse bleu en Côte d'Ivoire en 2004. J'ai été consterné par ce qui se passe depuis, parce que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une sorte d'Eldorado. La joie de vivre y est très forte. Les gens sont d'une vitalité entrepreneuriale, culturelle, et ainsi de suite. C'est vraiment les États-Unis d'Afrique. Et ce qui s'y passe est dommage. Mais j'ai toujours aussi déploré qu'après la guerre, il y a eu plutôt une sorte de justice de vainqueur. Et ça, c'est très mauvais. C'est-à-dire que, hypothèse numéro 1, on dit, OK, on pardonne tout le monde. Et on fait table rase, et donc en ce moment-là, M. Gbagbo n'a absolument rien à voir là. Ou bien on dit, on veut punir, châtier tous les coupables. Donc j'ai toujours eu cette position-là, juste après la guerre. OK, on a eu ce qu'on a eu, ça s'est stabilisé, on amnistie tout le monde, et puis on reprend à zéro. Ça a toujours été ma position. Donc aujourd'hui, oui, on peut se dire quand même que M. Soro, quand il était avec le parti au pouvoir, tout se passait bien. Et dès qu'il a tourné le dos, on a fait réjugir certains dossiers. Oui, là, on peut se dire quand même qu'il s'agit d'une instrumentalisation, puisque les faits incriminés sont antérieurs à sa dissociation avec le parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'on savait ce qu'on savait sur la personne quand il était avec, et c'est le jour où il part, on dit, écoutez, vous avez tel dossier qui sont sur vous. Donc oui, là, je peux dire qu'il y a une instrumentalisation sans langue de bois, puisque vous savez que je n'ai pas cette langue de bois-là, pour dire oui, dans ce cas-là, oui, parce que les faits sont antérieurs, on ne les a jamais fait ressurgir. Le jour où la personne dit « je prends mon indépendance », on les fait sortir et la personne... Mais pourquoi le Dauphinat pose tant de problèmes? Parce que tous pensent que c'est parce qu'ils ont eu l'ambition de succéder à Alassane Dramane Ouattara après son deuxième mandat, que les problèmes sont survenus. Le Kassero, même l'histoire de Ahmed Bakayoko, certains pensent que... Bon, mais Bakayoko, non. Il est parti... Bakayoko, il était Premier ministre, donc on ne peut pas dire que la justice a fait quoi que ce soit. Non, pas justice, mais le fait qu'il ait voulu, il a eu des ambitions présidentielles. Il paraît qu'il a payé un peu pour les prochaines élections sont encore très loin. Hein. Non, mais ce que je veux dire, autant je dis qu'il y a une instrumentalisation de la justice en qui concerne Guillaume Soro et Gbagbo sans aucun doute, parce qu'il y a eu des crimes de sang des deux côtés. Donc on ne peut pas avoir une amnésie sur un côté et puis envoyer les autres en prison, bien la haie. Mais autant aussi pour Bakayoko, maintenant, vous savez, nous sommes en Afrique où on trouve toujours une origine à toute mort, même si, même dans les pays développés, les gens meurent aussi là-bas. Et les gens meurent aussi de maladies qui sont aujourd'hui associées à la mort de M. Bakayoko, sachant que la prochaine élection est quand même dans 5 ans. Donc, personnellement, je pense que c'est quelqu'un de remarquable, que j'admire beaucoup parce qu'il a su quand même conserver une certaine popularité
vis-à-vis de la jeunesse, là où souvent les hommes politiques n'ont pas de proximité avec les jeunes. Et c'était quand même un modèle de politicien qui savait sortir de la veste cravate et qui savait rentrer dans la masse. Mais je ne pense pas que pour une élection qui aurait lieu dans 5 ans, les gens auraient commencé à se bousculer. Et je ne veux pas rentrer vraiment dans la théorie du complot. Je ne veux pas rentrer là-dedans. 91 34 17, 91 34 17. Ah bah, il n'y va pas du dos de la cuillère. Hein. Salut notre invité. J'aimerais savoir si vous opposant, ou si vous êtes opposant ou un parti satellite du pouvoir, parce que toutes vos interventions sont toujours comparables à ceux du régime. Bon, ça veut dire qu'il ne m'écoute pas bien. Il ne m'écoute pas bien. Et il ne m'écoute pas d'autant plus bien que le régime ne parle pas. Donc, du coup, il ne sait pas comment il peut faire de comparaison. Non, mais bon, après, maintenant, chacun a la liberté de son opinion et on ne peut pas empêcher qui que ce soit de penser ce qu'il veut d'un homme politique. De toute façon, un homme politique... Est-ce qu'il ne vous juge pas en considération avec ce que les autres opposants font? Non, vous savez, j'ai été dans la C4, CAP 2015. J'ai été membre de CAP 2015. J'ai été membre de la Canciel. Et depuis 2016, nous avons assumé notre rôle de parti épousant l'idéologie centriste. Et c'est peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, qu'il manque d'éducation politique. Le centrisme, je le dis encore, c'est le réalisme, le pragmatisme, l'humanisme. Donc cet humanisme a fait que nous n'avons pas des paroles aussi dures, parfois insultantes, vis-à-vis de nos adversaires politiques. Mais au même moment, nous sommes ceux qui critiquons le plus. Mais nous critiquons sur des faits, non pas sur de la théorie. Nous disons, vous avez fait ça, on n'est pas d'accord. Et on n'est pas d'accord, nous aurons souhaité qu'on fasse ça plutôt. Maintenant, il y a des gens, vous savez, j'ai un franc-parler. Ce n'est pas parce que tous les jours on dit 20, 50 ans, ça suffit. Trop, c'est trop, que ça change quelque chose. Si ça changeait quelque chose, on l'aurait su. Donc, ce n'est pas parce que tous les matins on dit ouais, il y a un clan qui dirige le pouvoir et que vraiment on en a marre que ça change quelque chose. Moi, je préfère dire, écoutez, vous êtes en train de prendre cette décision-là, ce n'est pas bon pour le Togo. Vous êtes en train de prendre cette décision, ce n'est pas bon pour le Togo. L'érosion côtière est en train d'avaler des milliers de kilomètres carrés. Le Covid aujourd'hui, à la façon dont on le gère, c'est la faim qui va nous tuer. Ainsi de suite. Je préfère le dire que de dire, ouais, écoutez, quittez le pouvoir. Mais on l'a dit durant 30 ans, qu'est-ce que ça donnait rien, malheureusement. 92 10 32, 92 10 32. Il vous pose une question sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais avoir votre point de vue sur les décès à répétition des premiers ministres. Aïe, est-ce que c'est Dieu? Aïe. Les gens veulent me poser. C'est quelle question? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens meurent, moi. Vous êtes homme politique? Non, mais les hommes politiques n'ont pas une boule de cristal. Ou bien on ne jette pas les coris pour savoir qui meurt et qui meurt pas. Non, ils ne vous demandent pas. À partir d'un certain âge... Qui les a tués, mais votre avis sur... À partir d'un certain âge, l'âge... Le Premier ministre en 8 mois. Après, si vous fouillez en Côte d'Ivoire, il y a des familles qui ont perdu 10 personnes en 8 mois aussi. Ça fait partie des choses de la vie. Aujourd'hui, vous regardez dans certaines familles togolaises, il y a des gens qui ont perdu 8 personnes peut-être en 3 mois. Et puis quand vous regardez même les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, les acteurs politiques qui sont morts en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup, beaucoup, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du parti au pouvoir. N'oubliez pas un élément, c'est que le pouvoir use. Moi, je ne suis pas encore aux affaires, mais je peux vous dire que vu seulement le nombre d'appels téléphoniques et de problèmes qu'on expose par jour, si vous commencez à mettre ça dans la tête, vous vieillissez en 2 jours. Vous avez vu, Obama, il était quand même président américain, et il a poussé les cheveux blancs en moins de... je peux dire en moins de 2 ans, là, que j'ai poussé les cheveux blancs, parce que les responsabilités usent. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes quand même dans des pays où le taux de mortalité, l'espérance de vie est plutôt limitée. Et cette espérance de vie-là n'est pas uniquement pour le bas peuple. Même les grands meurent. 70 01 18. 70 01 18. C'est Alphonse qui nous écrit depuis Nagbeni. Ouais, c'est à Bassar, ça. Nagbeni Bassar. Ah, je connais. Vous connaissez bien le Togo? Bah oui. Ils ont de très bons sites au Founou là-bas à Bassar. Il faudrait que j'aille les voir. Donc, je le salue bien chaleureusement. Alors, lui vous dit, quel sentiment avez-vous lorsque les enseignants de votre pays sont poursuivis, persécutés, emprisonnés? Peut-on dire que nos autorités ne se soucient pas réellement de l'éducation? Donc, est-il une obligation de poursuivre les responsables syndicaux dans le but de résoudre le problème dans le secteur de l'éducation? Non, je pense que pour ce qui s'est passé, il y avait une question peut-être de forme légale. Vous savez,
nous avons voté tout récemment une loi sur le Code du travail qui précise exactement dans quelles conditions les syndicats doivent travailler. Et puis après, parfois les lois ne sont pas bonnes, mais une fois qu'elles sont des lois, on est obligé de les respecter. Beaucoup de syndicats avec Mme Nadou Lanson ont par le passé, ou bien que ce soit la Symphote, ont fait par le passé fait des actions très fortes, mais n'ont jamais subi ce que nos amis, par exemple, du 7 ans ont eu. Je crois qu'il y a eu une sorte de confusion entre associations et syndicats. Et à partir du moment où les choses rentreront dans l'ordre, on n'aura pas ça. Mais maintenant, après, quand vous êtes hors la loi, vous êtes obligé de suivre les rigueurs de la loi. Je le déplore. Je pense que certains problèmes peuvent être réglés différemment que par la violence ou bien par l'incarcération. Et nous espérons que la nouvelle loi portant Code du travail va permettre à chacun d'évoluer dans le secteur dévolu par sa fonction. Donc, à notre émission, maintenant, nous allons voir le cas du Bénin. Alhamdoulilah. Une opposition en difficulté également là-bas, avec Patrice Talon et la prochaine présidentielle. Le clou, c'est la prison pour Rekia Madougou, que vous connaissez très bien. Non, que je connais, faut pas dire très bien, que je connais parce qu'elle a été conseillère quand même du chef de l'État togolais. Chef de l'État. Là-bas au Bénin, avez-vous l'impression que la justice, le pouvoir exécutif et la justice se liguent contre les opposants? Je crois que le Bénin a reculé à notre grande dame. Autrefois, nous avions, en tant que nous, jeunes opposants, nous passions notre temps de regarder ce qui se passe au Bénin. On suivait des émissions sur la ORTB où on voit comme les opposants intervenir avec vigueur et tout ça. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Heureusement que je ne suis pas astreint au devoir de réserve, que comme si j'avais été, par exemple, un membre du pouvoir. Je pense que le Bénin a régulé. Pas reculé uniquement vis-à-vis de Mme Rekia de Madougou. C'est qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'opposition a quasiment disparu au Bénin. Que des opposants comme Zinsou, qui aujourd'hui il a été condamné pour 20 ans par contumace. L'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Aujourd'hui, M. Ajavon. Pareil, même traitement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une pilule aujourd'hui qu'on donne aux opposants béninois dès qu'ils commencent à faire un peu d'ombrage. Mais pour des faits quand même... non, mais pas l'entremise aussi d'une... Qui sont loin d'avoir été inventés, non, pas l'entremise d'une juridiction spéciale qui a été créée. La criette. Et qui ne rentre pas dans l'ordonnancement juridique du pays. C'est ça, en fait, le problème. Aujourd'hui, vous prenez le Apulsia, qui peut être l'équivalent de la criette. C'est qu'aujourd'hui, sur le Apulsia quelque chose, en fait, il y a une procédure judiciaire qui va se faire dans le cadre de l'ordonnancement judiciaire, et donc qui va aller soit en fonction du type d'infraction, soit aux assises ou dans un tribunal d'instance. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut avoir le courage de le dire, c'est qu'il y a un recul de la démocratie au Bénin. Et donc, ce n'est pas uniquement Mme Madougou. Je pense que Mme Madougou a eu un peu plus de courage que les autres en disant « moi, je vais rester sur place et je vais affronter ». Mais les autres ont souvent anticipé. Et avant même que la criette n'envoie les gens, voilà, ils ont pris la tangente. Donc je crois que pour moi, personnellement, en tant que politicien, je crois que l'once, les talons par lesquels on doit nous mesurer, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit nous dire si on nous aime ou on nous aime pas. On doit écarter personne avant une consultation électorale. Pour moi, je pense que c'est contre même les valeurs de la démocratie. Au même moment, est-ce que les réformes opérées par le président Talon, ce qu'il avait même dit avant d'être élu, c'est ça la différence aussi, tout ce qu'il est en train de faire, il a dit, il opère un changement après avoir constaté que... Sur 5 ans. Mais sa constitution a été rejetée. Non, ce que je veux dire, c'est ça. Non, en fait, je vole seulement pour dire que c'était prévu sur 5 ans. Oui, qu'il y a trop de partis politiques, il faut faire le ménage, il a réduit les partis politiques à 3. Est-ce que ce n'est pas... Je refuse cette façon de faire. Parce que parfois, les gens vous prennent l'exemple des années où ils disent « Oui, mais là, aux États-Unis, il n'y a que 2 partis. » Faux. Il y a des milliers de partis aux États-Unis, sauf que le système bipartite font que tous ceux qui sont dans des micro-partis montent et finissent par arriver au bout des 2 grands partis. Mais il n'y a pas que 2 partis en chose. En aucune façon, on doit limiter le nombre de partis politiques. Parce que c'est l'appartenance politique ou bien les choix politiques doivent être réservés aux citoyens. Je veux appartenir à un parti qui n'a que 2 militants, tant qu'à faire. Donc, dire aujourd'hui qu'on va réduire le nombre, mais au nom de quoi? Au nom de quel principe? Parce qu'aucun pays ne le fait. On donne l'impression, parce qu'aux États-Unis, en Angleterre, on a 2 grands partis, que non, il n'y a que 2 partis. Ben, la preuve, c'est qu'autrefois, on pensait même qu'en France, il n'y avait que 2 partis, la gauche et la droite. Aujourd'hui, nous avons Macron qui n'appartient ni à la gauche ni à la droite. Donc, sur le fond,
ce que je regrette, c'est justement ce musellement en disant « nous, on veut avoir moins ». Non, on doit laisser le peuple choisir. Je préfère de loin qu'on ait 20 candidats à une élection présidentielle et que le peuple choisisse parmi les 20 une seule personne, que d'avoir 3 candidats, parce que quelqu'un a choisi d'en avoir 3, et que finalement le peuple aille faire comme pour les élections législatives, taux de participation, 28%. Où est le choix du peuple dans ça? Vous voulez que 78% de la population ne choisisse pas parce que quelqu'un a choisi d'en avoir 3, ou vous voulez que 80% de la population choisisse parce qu'il y en a 20? Moi, je préfère qu'il y ait 20 et que le peuple choisisse. En ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la fusion entre le peuple et ses dirigeants. Si aujourd'hui, beaucoup de nos politiciens sont aussi peu aimés par la population, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a d'un côté les politiciens et de l'autre côté les acteurs politiques. Moi, je préférais, je le dis en toute intelligence, ce n'est ni pour Mme Rekia, mais je préférais honnêtement qu'on laisse tout le monde compétir et que le peuple ait son dernier mot en assurant une libre concurrence entre les différents candidats. Et ensuite, après, c'est le peuple qui décide. Alors, que pensez-vous donc spécifiquement de son cas, Rekia Madougou? On l'accuse de terrorisme, d'association de malfaiteurs, d'avoir financé un ancien colonel, pour semer du trouble. Comme je l'ai dit pour M. Sonko, je ne peux pas juger d'une procédure judiciaire. Je n'ai ni la vocation... Vous pouvez avoir votre avis sur le sujet? Non, même si... Bon, et puis vous avouez, parce que si j'ai un avis, je vais dire ça ici, c'est pas vrai. Pourquoi? C'est fou. Pourquoi ne le diriez pas? Non. Pourquoi ne le diriez pas? Mon avis est personnel. Mais là, j'interviens en tant qu'un député de la République togolaise, président d'un groupe parlementaire. Je ne peux pas m'immiscer dans une procédure judiciaire d'un pays frère. Ça, c'est clair. Donc, par rapport à ça, je n'ai absolument pas à donner mon point de vue. Je donne un point de vue global en disant, je pense que l'idéal, c'est de permettre à tout le monde de compétir. Et que même s'il y avait des restrictions constitutionnelles, aujourd'hui, on doit faire en sorte que la Constitution permette à tous les citoyens de compétir et de laisser le peuple choisir. Voilà. On dit la démocratie, c'est la gouvernance par le peuple, pour le peuple et au nom du peuple. Donc voilà, il faut qu'on laisse le peuple choisir, tout simplement. Donc, Rekia Madougou doit être libéré, selon vous? Non seulement libéré, mais il faut que M. Adjavon, M. Zinsou, toutes ces personnes qui ont été mises à l'écart, puissent, si ces personnes-là le désirent réellement, avoir la possibilité de venir compétir pour une élection présidentielle au Bénin, tout simplement. Il nous reste une dizaine de minutes pour le dernier sujet qu'on va aborder avec vous. C'est l'affaire Bolloré. Ça concerne donc maintenant votre pays, le Togo. Oui. C'est un procès en France qui accuse l'homme d'affaires de corruption d'un agent public étranger dans l'acquisition du port autonome de Lomé. La multinationale aurait soutenu la campagne de Faure Gnassingbé en 2010. Qu'avez-vous pensé de cette affaire? C'est une affaire qui apparaît en France, qui, si elle est avérée, si elle est avérée, pose bien entendu des problèmes sur l'équité des élections dans un pays comme le nôtre. Mais je dois juste dire 3 choses. La première, c'est que autant j'ai refusé de me prononcer sur des affaires judiciaires au Sénégal et au Bénin, autant je dois attendre la fin du procès en France pour me prononcer en tant que citoyen et éventuellement en tant que député. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense aussi que les personnes qui peuvent éventuellement avoir intérêt à rester peuvent dire sur la base des éléments que nous avons, nous intentons une action en justice au Togo. Parce que s'il n'y a pas d'action en justice, on peut parler, on peut crier, on dit ouais, c'est mauvais, machin, tout ça ne changerait rien. Et les gens qui peuvent peut-être avoir le plus d'intérêt à intenter une action, c'est sans aucun doute les candidats qui ont compéti en 2010, puisqu'il s'agit d'une affaire qui se serait passée en 2010. Et la troisième chose que je note, c'est que, je vous ai dit, moi, je suis un centriste, je prends souvent le temps d'analyser les choses de façon beaucoup plus dépassionnée. Nous avons aujourd'hui Bolloré qui représente à peine 15 à 20% de l'action du port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé aujourd'hui, c'est LCT qui a autour de 80% des activités. Quand les gens disent on a vendu le port de Lomé, bon, c'est relatif. Même si les faits sont constitués, qu'il y a eu achat, des malversations, de la corruption qui fait qu'on a donné le port à Bolloré. Bien entendu, il faudra lancer un procès au Togo pour
pour voir exactement de quoi il s'agit. Il s'agit, mais c'est pas Bolloré, c'est à peine 20% de l'activité manusignère dans le port de Lomé. Et je dois aussi rappeler que aujourd'hui Bolloré vient, il y a de cela 2 ou 3 jours, de gagner un grand marché, d'une part plus important dans le port de Tema, au Ghana. Donc, sur le fond, on n'est pas vraiment sur les histoires de relations France-Togo, mais nous sommes sur des relations de multinationales avec les partis dans nos pays. Et puis, pour terminer, il faut être naïf pour penser que les multinationales n'interviennent pas directement dans les décisions des affaires politiques dans tous les pays du monde, y compris les pays développés. Moi, j'aime bien le système français et américain où l'homme d'affaires dit « je te donne l'argent pour ta campagne, si tu gagnes, tu me donnes le marché ». C'est clair. Mais dans les pays africains, dans les pays français, l'affaire Sarkozy, c'est quoi? L'affaire des frégates, c'est quoi? Il y a énormément d'affaires en France où il y a des connivences, où il y a des collusions entre les multinationales et les hommes politiques. Donc, ce n'est pas nouveau, c'est pas... Les gens font comme si c'était quelque chose qui venait de sortir. Je ne dis pas que ce n'est pas choquant. Je dis, moi, j'attends la fin Oui, mais du vous procès. dites justement que ce n'est pas choquant. Non, je dis que c'est des choses qui sont courantes. Oui, mais on attend, courant, on attend que le procès se passe. Et à partir de là, moi, je veux... Parce que si le procès finit en France, que personne ne porte plainte au Togo, rien ne va se passer. Il se dit que les opposants, vous aussi, vous les opposants, vous puisez à la même source. Est-ce que honnêtement, vous sollicitez des fonds moi, j'ai auprès pas encore, des multinationales comme Bolloré? si j'avais l'argent de Bolloré, peut-être que ma couleur aurait pu changer. Donc voilà, j'ai pas encore eu l'occasion. Si Bolloré vous Mais au même moment, écoutez, si Bolloré se propose au de même vous moment, accompagner au même moment, lors d'une élection présidentielle, En est-ce fait, que vous diriez la non? corruption, c'est si, en contrepartie de l'accompagnement, il y a des marchés qui sont derrière. Sinon, aujourd'hui, si Bolloré dit qu'il va me donner 5 milliards, moi, je prends. Maintenant, s'il me dit après 5 milliards, si vous gagnez, vous me donnez des marchés, je dis non, ça, c'est pas de ça on a parlé. Vous pensez qu'une multinationale va vous donner 5 milliards pour rien, pour vos beaux yeux? Ah bon, peut-être qu'on se dit que non, le gars là, il est jeune, il est vigoureux, donc on va lui donner. Bon, si on me donne... En tout cas, moi, si on me donne, je prends d'abord, on verra après. Non, on me donne, je prends après. Vous avez vu avec d'autres pays, je ne vais pas le prononcer, mais la personne a pris. Et quand il est venu au pouvoir, il a chassé la personne chez qui il a pris. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais ne faisons pas de l'angélisme. Dans tous les pays du monde, les hommes d'affaires ont des connivences avec les acteurs politiques. Où est-ce que les gens trouvent l'argent pour faire des campagnes méga si ce n'est pas les hommes d'affaires qui les financent? Donc voilà. faut-il prendre de l'argent partout quand on est en politique? Maintenant, après, c'est ce que je dis. Il ne faut pas s'interroger en fait, sur l'origine de l'argent et pourquoi on vous le donne. La question, c'est le contrôle des institutions. Normalement, vous savez, par exemple, chez nous, si on parle de campagne, normalement, la Cour des comptes qui est chargée de certifier les comptes de campagne, mais aurait dû, par exemple, dire, écoutez, non, sur vos comptes de campagne, il y a des frais que vous n'avez pas déclarés, comme on l'a fait avec Sarkozy. Mais si la Cour des comptes n'arrive pas à le faire, si la CENI n'arrive pas à contrôler nos dépenses de campagne, c'est les organes de contrôle qui manquent. Maintenant, je dis que quelqu'un qui aime son pays et qui décide tout simplement de dire, je prends l'argent du multinational pour après brader mon port, c'est un crime et il faudra répondre. Mais au même moment, j'aimerais quand même attirer notre attention sur un fait. C'est parce que nous-mêmes, après 60 ans, nous n'avons pas pu avoir des entreprises togolaises qui peuvent gérer un port. Que nous nous retrouvons à demander à des compagnies internationales de venir gérer nos ports. Qu'est-ce qu'on a fait de nos 60 ans d'indépendance? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Si aujourd'hui, à la limite, on a confié le port à une société togolaise et qu'on dit que non, que la personne l'a eu sur corruption, au moins on peut dire que malgré ça, il y a quand même les Togolais qui sont derrière. C'est parce que nous n'avons pas réussi, après 60 ans d'indépendance, à avoir des sociétés qui peuvent gérer un port, qui peuvent même construire une route. Aujourd'hui, la plupart des grandes routes au Togo sont gérées par des entreprises extérieures. Donc, c'est aujourd'hui à nous-mêmes de nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? C'est une question que je pose aussi à nos téléspectateurs. Et donc, nous tirons vers la fin de notre émission. Quelle marge de manœuvre pour l'opposition, les oppositions africaines? Et pour vous, au Togo, quelle marge de manœuvre pour vous? La présidentielle, c'est dans 4 ans maintenant. Comment vous organisez-vous? Il faut continuer à conscientiser le peuple. Moi, je considère que, je vous l'ai dit ainsi, plus de 50% de la population décide d'un changement. Le changement, il aura lieu, quels que soient les moyens de répression, il aura lieu. Mais maintenant, si nous sommes soit complaisants, soit désintéressés, si nous continuons à demander à nos acteurs politiques pour aller faire la surveillance du scrutin, qu'il faut qu'on nous paye,
il est évident que la marge elle est complètement étroite et nous ne voyons pas les alternances arriver en Afrique. Mais si l'ensemble du peuple, surtout les jeunes font plus de 50% de la population. Si les jeunes décident que ça suffit, ben, les choses vont changer. Mais il faudra aussi que ça change à la condition que ceux qui viennent au pouvoir soient meilleurs que ceux qu'ils chassent. Si on va avoir des opposants qui sont pires que ceux qu'ils ont chassés, à la limite, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire de l'alternance dans les pays africains? Y a-t-il une chance pour l'opposition de réaliser l'alternance en 2025 au Togo? Si il y a prise de conscience du peuple togolais, elle peut même arriver sans aucun problème en 2025, sans même deuxième tour. Parce que ce qui est assez curieux, je vais terminer ça. Dans la rue, vous écoutez, tout le monde dit ça va pas. Quand il y a élection, les mêmes personnes qui disent ça va pas, là, ils montent sur le véhicule, ils font un coup KO. Un coup KO. Tous ils disent un coup KO. Et quand ça finit, ils redescendent, ils disent ça va pas. Ben, quelque part, ça va vraiment pas. Vous, président, est-ce que ça va changer? Oui, je pense, je suis jeune. Vous serez meilleur, vous ferez mieux non, je qu'Alpha serai meilleur Condé. parce que, ben, vous savez, moi, je suis du genre à faire 5 ans seulement pour pouvoir laisser le pouvoir, vous comprenez? Des gens l'ont dit au Bénin. Non, moi, les gens sont au deuxième mandat je avec suis beaucoup différent. d'appétit. J'ai l'avantage d'avoir été un ancien officier. Les officiers ne sont pas... On le sent de la parole donnée. Maintenant, ne me dites pas que d'autres personnes Quelqu'un l'a ont dit donné. en Ne me dites pas 2001. que... Il a donné sa parole de militaire. Non, Ça, j'avais respecté. je crois que nous représentons certaines... Aujourd'hui, nous représentons une autre façon de faire la politique. Parce que souvent, depuis 30 ans, les politiciens n'ont fait que la politique, ne parlaient que de la politique, ne parlaient que de l'alternance, ne parlaient que du fauteuil. Aujourd'hui, la différence entre peut-être des gens comme nous, le net et ainsi de suite, c'est qu'entre deux élections, nous parlons d'autre chose. Nous parlons des problèmes qui concernent nos concitoyens, les jeunes, les artistes, ainsi de suite. Et nous montrons que nous sommes intéressés par autre chose, qu'on n'attend pas forcément d'être au pouvoir pour changer les choses. Il faut changer les choses en permanence, au lendemain des élections, en cours de mandat, ainsi de suite, pour montrer que ce n'est pas uniquement le peuple, le pouvoir qui nous intéresse, mais c'est le sort du peuple, des jeunes, de l'emploi, même du loisir. On ne s'amuse pas suffisamment au Togo et puis donc tout le monde a le visage serré. Il faut que le sourire revienne sur le visage de tout le monde. Merci Jerry Tama d'être passé. J'espère que vous vous êtes senti libre et que vous avez dit tout ce que vous avez sur le cœur. Non, comme d'habitude, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage le plateau avec vous, et j'espère que ça va continuer. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Merci à tous ceux qui ont voulu participer à cette émission dont on pas relayé les questions. On trouvera l'occasion de les faire entendre sur nos chaînes. Nous remercions les techniciens qui nous ont accompagnés aussi. Sylvain, Gildas, Thomas, François, Seignon, Rebecca, merci à vous. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.